Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Numérica Télévision. Les titres. Le procès Moïse Katumbi transféré à Kinshasa devant la Cour constitutionnelle ce jeudi. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi s'est saisi du dossier, les avocats de Katumbi ayant soulevé une exception. Le tout premier conclave du rassemblement de l'opposition de l'Imité ouvre ses portes ce vendredi à Kinshasa. Enjeu, définir des nouvelles stratégies pour faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Le franc congolais continue sa chute jour après jour. Conséquence, les prix de produits de première nécessité ne font que grimper au marché de Kinshasa. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel du titre de ce journal. D'abord, cette nouvelle, les États-Unis opposés à un siège de la République démocratique du Congo au Conseil de droits de l'homme à Genève en Suisse. Ils ont critiqué hier les pays africains qui ont soutenu cette candidature, affirmant que cela enflammerait encore les conflits dans ce pays. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a jugé que le soutien à la candidature de la RDC était un manquement inexcusable à la promotion des droits de l'homme par les pays africains. Le groupe Afrique s'est mis d'accord pour proposer, outre la RDC, l'Angola, le Nigeria et le Sénégal, pour occuper les 4 sièges alloués au continent. L'Assemblée générale de l'ONU doit voter en octobre prochain pour voir des sièges à ce conseil fort de 47 membres. De l'économie dans ce journal, le prix de produits de première nécessité ne cesse de grimper jour après jour au marché de Kinshasa. Cette hausse est consécutive à l'instabilité du taux d'échange. En moins de 3 semaines, le dollar est passé de 1500 à 1700 francs congolais, de quoi augmenter le souci de la population qui ne sait plus à quel sein se vouer. Au marché Kalembelembe de Lingwala, les vendeurs déplorent l'inflation constatée qui va crescendo. Yannick Mouyamba, Eric Ndongala, reportage. Sur les marchés de vente des produits de première nécessité, le cycle de l'inflation poursuit son chemin. Papa Moutou passe. O bandana tongo boyo bimina mbongo boyo oya okalikile na wenze ozoko kate. Tozoko kate papa. E mati biloko yaka Thomson te biloko nyonso eza ya komata. Bakonzango bazomona te. Au marché de Kalembelembe comme ailleurs, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain se fait tout aussi sentir. Le prix des produits de première nécessité prennent de l'ascenseur au jour le jour. Un plateau d'œufs vendu il y a peu à 4500 francs congolais se négocie dorénavant à 8000 francs congolais. Le régime à Makembe Zaki na ba 3500 ba 2500 le régime à Makembe ça ba 13000 ndunda ezalaki ya 500 boy to banda somba ndunda 500 boy lelo to komo somba on a 1000 francs de économique. Chaque jour biloko ko matata 2 fois. Soro ken tongo net carton Thomson lelo komi 108 000 francs. Mais si ko auto benga biso e matina $1. Carton ya Wilkie 14. To banda ko somba ngo 42 000. 42 000. Mais lelo to somba ngo la donc e komi atela ba 48 000 francs, 49 000. Comme le résumerait la Banque centrale du Congo, la RDC connaît actuellement une crise sans précédent, nécessitant de mesures économiques efficaces et courageuses, à même d'inverser la tendance. En justice, le procès Moïse Katumbi a été transféré à Kinshasa devant la Cour constitutionnelle ce jeudi. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi s'est dessaisi du dossier qui oppose l'ancien gouverneur du Katanga au ministère public dans un litige immobilier qui appartiendrait au grec Emmanuel Alexandros Toupis. C'était à l'issue de la deuxième audience en appel. Le TGI sursoit les procédures afin de permettre à la défense d'aller
aller en cassation devant la Haute Cour conformément à l'article 162 de la Constitution. Pour Maître Joseph Mukendi, avocat de Katumbi, la décision du tribunal de grande instance est non seulement une victoire, mais aussi un prestige pour le pays. Il pense que la Cour va s'atteler aux exceptions soulevées. Et puis, sauf changement de dernière minute, le premier conclave du rassemblement de l'opposition de Limete depuis la disparition de son leader Etienne Tshisekedi, le 1er février dernier à Bruxelles, ouvre ses portes ce vendredi à Kinshasa. Pendant 2 jours, les conclavistes vont réfléchir sur des nouvelles stratégies à prendre pour exiger le respect de l'accord du 31 décembre qui prévoit la tenue des élections à la fin de cette année et les dispositions sur l'après-décembre si les scrutins ne sont pas organisés. Autre chose, regroupée au sein de l'ASBEL Ziboula-Messou, traduisé en français, ouvrez les yeux, la jeune élite de la province du Kwango est montée au créneau. Dans une déclaration faite ce jeudi, les jeunes Kwangolais ont exprimé leur mécontentement du fait que leur province est sous-représentés. Ils dénoncent également les nominations au groupement qu'ils estiment ne pas tenir compte de l'équilibre géopolitique. Pour eux, le Kwango est marginalisé. Ils l'ont dit à Rachel Kitita et Doudou Kasuba. Ils sont étudiants, responsables des ONG, responsables et cadres au sein des partis politiques. Ils forment un seul corps au sein de Ziboula-Messou, ASBEL, qui regroupe les jeunes élites de la province du Kwango. Des autorités politiques congolaises, ils attendaient la prise en compte de leur province dans la répartition des postes de responsabilité. Mais rien ne fait, le Kwango est marginalisé, disent-ils. Le Kwango, vivier de l'élite intellectuelle congolaise, est devenu une province à part entière et doit jouir, à l'instar des autres provinces, d'une représentativité digne et équilibrée au niveau national, et c'est conformément à la Constitution de la République. Nous constatons fort malheureusement que depuis 2017, une machine politique et mal intentionnée joue contre les Kwango au point d'être toujours mal représentée, sous-représentée ou carrément non représentée au niveau national. Pour rappel des faits, dans les gouvernements Gizenga et Mouzito, le pouvoir s'est arrangé pour contacter les Kwango seulement d'un vice-ministre. Dans les gouvernements Matata 1, les Kwango n'a ni ministre ni vice-ministre, tandis que dans celui Matata 2, un ministre et un vice-ministre. Dans les gouvernements Badibanga, un simple vice-ministre. Et dans celui de Bruno Tshibala, 0 ministre et 0 vice-ministre. Cette marginalisation du Kwango a livré ses dernières armes lors des dernières mises en place dans les entreprises du portefeuille de l'État. Aucun Kwangolais parmi les nominés. Une attitude incompréhensible. Ces tableaux sombres, vieux de 10 ans, montrent que les Kwango, qui a une histoire importante dans les régimes actuels, n'a servi que de marche-pied. Qui pis est, notre province n'a bénéficié d'aucun projet important pour son développement, et c'est depuis l'indépendance. Rendons-nous en province. À présent, au Sud Kivu, la démission du gouverneur Marcelin Tshisambo hier semble ne pas surprendre les députés provinciaux, d'autant plus qu'il était déjà visé par une motion de défiance. Les élus provinciaux lui reprochaient de la mauvaise gestion de la province. Après sa démission, ils ont exprimé leur satisfaction. On écoute un élu provincial joint au téléphone par Élisée Mouf. C'est un sentiment de satisfaction totale, hein, de ma part d'abord et de la part de mes collègues, les 17 autres députés à qui je rends un vibrant hommage pour avoir accepté de me remettre leur signature et de les apposer sur cette motion. Que par ailleurs, je dois dire, nous n'avons pas initié de gaieté de cœur, mais c'est parce qu'on en avait franchement ras-le-bol, on en avait marre de constater que la province était en train de descendre véritablement aux enfers avec cette gouvernance on ne peut plus calamiteuse sur le plan administratif, sécuritaire, sur le plan de la gestion économico-financière et patrimoniale de l'argent qui souvent était déjà en train d'être rapatrié, expatrié à l'étranger, alors que les fonctionnaires au niveau du gouvernorat n'étaient pas payés, au niveau des cabinets ministériels, au niveau de la régie financière, la DPMR, au moment où c'était la grogne généralisée
les gens menaient une vie de petits princes au niveau de la province du Sud Kivu. L'autorité de l'État qui ne se sentait plus à tous les niveaux. Et donc, si je dois dire aussi mon espoir, c'est de voir le nouveau gouverneur qui sera élu essayer de redorer l'image du chef de l'État qui était déjà véritablement ternie, d'essayer de rétablir l'autorité de l'État et d'essayer surtout de récupérer tous les biens meubles et immeubles de l'État qui ont été spoliés avec la connivence de l'ancienne autorité provinciale. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, l'OGEFREM a un nouveau directeur général et il a pris officiellement ses fonctions hier. Patient Saïba a succédé à Anatole Kikwa. Il appelle les agents et cadres de travailler dans l'unité. C'était hier au cours d'une cérémonie de remise et reprise. Élisée Manfou y était pour le compte de Numérica Télévision. Suivez. À peu près de 10 ans à la tête de l'OGEFREM, Anatole Kikwa a passé la commande de l'office de gestion du fret multimodal à Patient Saïba. Le nouveau patron a encouragé les agents et cadres de l'OGEFREM à donner le meilleur d'eux-mêmes et à bannir l'esprit de division. Et chacun a eu à occuper ou occupe encore des responsabilités trop élevées en République démocratique du Congo. Lorsque je les vois en face de moi, je me dis le défi est encore grand. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, agents et cadres de l'OGEFREM, nous ferons de l'OGEFREM ce que nous voulons. Si vous voulez bâtir l'OGEFREM, l'OGEFREM sera cité en modèle, non seulement en République démocratique du Congo, en Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale. Peu avant, le désormais ancien directeur général a fait le bilan de son mandat à l'OGEFREM. Il a souhaité à la nouvelle équipe du succès. L'OGEFREM figure dans les lots des 10 entreprises et établissements publics dont les équipes dirigeantes ont été renouvelées par ordonnance présidentielle jeudi dernier. Le REFEC, le réseau des femmes des entreprises du Congo, a clôturé aujourd'hui la 34e session de formation. Plus de 60 femmes de Kinshasa et de Lubumbashi ont été outillées sur les stratégies efficaces à mettre en place pour lutter contre le stress, un phénomène qui handicape l'homme, acteur du développement. Elles ont appris non seulement à combattre, mais aussi à contrôler le stress en milieu de travail. Les détails avec Jenny Kilele et Eric Ndongala. Techniques et stratégies psychologiques efficaces d'adaptation du stress dans sa vie, c'est le thème choisi par les réseaux des femmes d'entreprises du Congo pour lancer l'alerte au niveau des entreprises, étant donné que la plupart des travailleuses subissent un stress qui réduit leur rendement au sein de leur entreprise. La coordination du REFEC que dirige Madame Agnès Mouad Nawej a voulu doter la femme d'outils et stratégies nécessaires à vivre dans un bon environnement de travail. C'est une formation pour alerter la femme de l'entreprise sur les dangers que représente le stress dans les milieux professionnels. Vous savez que la mission du REFEC réside à la promotion intégrale de la femme. Alors cette femme-là qui doit participer au développement de l'entreprise doit d'abord se connaître elle-même et savoir comment participer au développement de son entreprise. Certes, le stress sévit tout au long du parcours de l'homme, mais savoir face aux événements qui perturbent l'existence est un remède efficace afin de mieux s'adapter. En effet, les participantes à cette session de formation se disent satisfaites de l'enseignement reçu. Nous sommes soumises à du stress. Alors cette formation vient vraiment à point. C'est très important. En gérant bien le stress, on peut arriver à augmenter même le nombre d'années et à mieux exercer
ses fonctions dans les entreprises. En 14 ans d'existence, les réseaux des femmes des entreprises du Congo entendent travailler pour l'émergence de la femme travailleuse congolaise. En santé, service minimum dès ce vendredi 21 juillet dans les hôpitaux. L'annonce a été faite par le syndicat national des médecins qui a adressé une lettre au Premier ministre Bruno Tshibala pour lui rappeler ses desiderata face à l'érosion de leur salaire due à la dépréciation du franc congolais. Le SINAMED affirme que jusque-là, le gouvernement n'a pas trouvé de solution à son cahier de charges. Toutefois, la mesure sera appliquée après la réunion de cette structure qui va juger la nécessité. Autre chose, des coupe-fils communément appelés laissez-passer fleurissent les pare-brises de véhicules au point de semer la confusion. Alors question, qui peut être autorisé à afficher le coupe-fil sur le véhicule? La presse en a le privilège à l'instar des véhicules de services médicaux, reprend Boukar Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Reportage Anita Kangodia et Doudou Kasouba. Comme on peut le constater sur différents véhicules, des macarons affichent laissez-passer. Or, ce concept, conçu pour donner priorité sur la voie publique, est dénaturé. Il s'agit bien évidemment de définition de la priorité sur la voie publique. Comme son travail exige d'une manière générale rapidité, c'est ainsi que on l'a appelé laissez-passer presse. C'est pour que partout où il passe, lorsqu'il croise les agents de sécurité ou de police, qu'il lui donne priorité afin de lui permettre d'aller où il va. Bien que la presse soit prioritaire, cela ne devrait pas se faire en ordre dispersé car il faudra se conformer aux normes. Seul l'UNPC a le droit de délivrer des coupe-fils aux journalistes détenteurs d'un véhicule utilisé à des fins professionnelles. Le coupe-fil, c'est un document mis à la disposition de la presse par une loi. Et ce document ne se donne pas comme on peut distribuer des biscuits aux petits-enfants dans un jardin. C'est un document de travail. Ça veut dire que qui y a droit, c'est le journaliste professionnel identifié par l'UNPC conformément à la loi. Il faut préciser que ce document est délivré moyennant une somme bien déterminée. En société, vous l'avez peut-être déjà fait une fois, abréger, c'est la technique d'écrire rapidement. L'abréviation des SMS est devenue une pratique très courante chez les jeunes. Cependant, cette manière d'écrire n'est pas sans conséquence. À force de déformer les mots, elle dégrade complètement le sens des pragmatiques en orthographe. Reportage réalisé par Marie Koyalodi et Eric Ndongala. Les jeunes, de plus en plus ignorants de l'orthographe et de la concordance des mots. De plus en plus, on y recourt dans les réseaux sociaux, dans les notes des cours de beaucoup d'étudiants. Pour les uns, ces styles servent la rapidité de l'écriture, l'économisation d'espace ou encore la meilleure communication entre jeunes, où ils se servent même des chiffres pour faire passer leur message. Abréviation de mots dans l'écrit qu'on observe beaucoup plus chez les jeunes, les vieux pas du tout, chez les jeunes. Je pense que c'est dû au fait d'être rapide, de répondre surtout dans les textos, sur les réseaux sociaux, pour être rapide, répondre rapidement à son interlocuteur, tout ça. En revanche, une autre opinion fustige l'usage abusif du langage abrégé qui fait perdre les règles de grammaire les plus élémentaires. Certes, c'est une convention de signes qui se crée aussi, mais cela entrave justement à la bonne pratique de la langue, puisque la langue doit répondre sur des règles préétablies qui existent, qu'on doit obéir. Si on doit aller dans le sens de créer une autre langue, on doit créer une autre langue. Certes, les langues sont souvent des éléments qui ont été dérivés d'autres langues et autres, mais ici je m'en vais déplorer ce système qui est le fruit peut-être de la numérisation. La pratique du texto est aussi une façon camouflée des insuffisances en matière de syntaxe et de registre lexical. Alors c'est un phénomène qui est lié à l'explosion des nouvelles technologies et particulièrement à l'usage du téléphone portable.
Et cela aboutit effectivement à une sorte d'orthographe, enfin mauvaise orthographe, qui consiste en fait à essayer de mimer le parler ordinaire. Et cela a pour effet de déformer complètement la graphie des mots. Un reportage de Marie Koyalodi rendu par Anita Kangoudia. Hors de nos frontières, 9 ans et 6 mois de prison pour Ignacio Luiz Lula da Silva, l'ancien président brésilien, est poursuivi par la justice de son pays en raison du vaste scandale de corruption autour des surfacturations des marchés passés dans le bâtiment par le géant pétrolier Petrobras. Comment Lula, ayant accompli 2 mandats à la tête du Brésil, de surcroît encore populaire dans les milieux pauvres, connaît-il pareille déchéance? Tentative de réponse avec Mouine Mouroubfel. 3,7 millions de Reich, soit près de 1 600 000 €, 3 appartements, 2 voitures de luxe, un terrain à bâtir. Voilà les biens de Lula dont le procureur Sergio Moro a ordonné la saisie. Face aux fortunes colossales de certains dictateurs africains, l'ancien président du Brésil fait presque figure de parent pauvre. Arrivé au pouvoir en 2001 dans un vaste élan de popularité, l'ancien métallurgiste et syndicaliste avait mené des programmes sociaux d'envergure et amélioré la situation économique, faisant bénéficier à plus de 40 millions de Brésiliens des soins de santé de qualité. Ces démêlés avec la justice commencent presque aussitôt après qu'il eut cédé sa place en 2011 à Dilma Rousseff, son ancienne chef de cabinet et première femme à occuper cette fonction au Brésil. Il est presque aussitôt mis en cause dans un vaste réseau de corruption lié à la société pétrolière publique Petrobras. Dilma Rousseff tente de le sauver en le nommant à son tour son propre chef de cabinet en mars 2016, une manœuvre rejetée par la Cour suprême qui invoque alors une entrave à la justice. La présidente sera elle-même destituée quelques mois plus tard et Lula doit faire les frais de l'opération Lava Jato, lavage express en portugais. On évalue aujourd'hui à plus de 12 milliards de dollars de pertes pour le trésor brésilien, des fonds engloutis par des politiques à divers échelons et qui ont plongé l'ancienne 6e puissance économique mondiale dans la récession. Lula n'est pas seul à passer sous les fourches codines de la justice. Pas moins de 8 ministres du gouvernement, 29 députés, 42 sénateurs, les anciens présidents Dilma et Cardoso sont également en attente de leur procès. Des dizaines de hauts fonctionnaires sont déjà sous les verrous. Pour l'heure, Lula reste en liberté, ses avocats ayant fait appel auprès du tribunal de la ville de Belo Horizonte. Plusieurs mois s'écouleront encore avant le verdict final. Lui-même reste optimiste et n'exclut pas l'éventualité de se présenter à la présidentielle de 2018, s'il reste en liberté bien sûr. En page des sports, le doute plane sur la tenue de la CAN 2019 au Cameroun au regard du retard pris dans les préparatifs, surtout de la construction des stades. Des voix s'élèvent pour démontrer qu'il serait difficile de le faire dans le pays de Paul Biya au temps indiqué. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien ministre des Travaux publics qui pense que le temps matériel pour bâtir un stade ne sera plus possible avant le coup d'envoi de la compétition. Il a évoqué un plan B qui pourrait être une solution lorsque c'est adopté. Au vu de l'existence de 5 stades, il faut réveiller aux exigences minimales de la CAF. Actuellement, à Rabat au Maroc, pour le symposium, la CAF et les 55 associations apprécieront pour enfin remettre ou non l'organisation à un autre pays. L'Algérie et le Maroc se sont montrés disponibles pour accueillir la CAN 2019 si le Cameroun serait incapable d'achever ses infrastructures à temps. Et ce communiqué de l'Union nationale de la presse du Congo, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, a le réel plaisir qu'elle célèbre le samedi 22 juillet 2017 la 37e journée nationale de la liberté de la presse. Elle est placée sous le thème « Les journalistes critiques dans une société et pacifique, juste
pour des élections libres et transparentes. Les professeurs Rigobert Moukeni Lapes, recteur de l'IFASIC, et Emmanuel Kabongo Malou de l'UPEN faciliteront les débats autour de cette thématique. Une marche de santé est prévue le dimanche 23 juillet 2017 de la gare centrale jusqu'à la 14e rue. Comme le limitaient tous les professionnels des médias congolais qui présents à Kinshasa sont instamment priés de prendre part nombreux à ces deux activités conformément au programme. Donc le samedi 22 juillet, le débat, et le dimanche 23 juillet, la marche qui partira de la gare centrale jusqu'à 14e rue Limité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous suivre également à partir de Washington, Londres, Paris, Bruxelles, Beijing et partout ailleurs sur le bouquet Sepela TV, canal 98. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à demain, 19h. Ouvrons cette revue de presse par la conjoncture économique. L'année 2017, pire que 2016, s'exclame le courrier de Kinshasa. Les quotidiens signalent que le premier semestre s'est révélé une catastrophe dans l'évolution des principaux agrégats macroéconomiques, avec une inflation atteignant les 7% au cours du seul mois de juin 2017. Rien ne permet désormais d'écarter une fin d'année plus difficile. Ce qui fait dire au Forum des As dans son édito que le pays va mal et même très mal. Le plus important pour l'instant n'est pas tant de rappeler ce que les populations endurent depuis des années que de proposer des pistes réalistes de sortie. L'heure a donc sonné pour que des hommes d'État regardent la réalité en face et agissent non pas pour leur confort personnel ou encore par procuration pour des agendas d'emprunt, mais pour l'intérêt supérieur de la RDC. Problème, estime le journal, les hommes d'État sont difficiles à trouver dans le landerneau politique congolais. Autre chose, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a décidé de fermer 5 bases au Nord Kivu. L'avenir indique que le nouveau dispositif opérationnel consiste à privilégier la mobilité et la flexibilité des interventions militaires. Il est en ligne, ajoute le quotidien, avec la stratégie adoptée par le département des opérations de maintien de la paix de l'ONU. 48 heures après sa nomination, le général Amoul Baïgwa a été investi. Selon la Prospérité, son prédécesseur, le général Charles Bisengimana, lui a transmis la bannière de commandement sous l'œil attentif du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'était à l'issue de sa présentation au corps de police nationale congolaise. Dans le reste de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante nettoie sa cour. Selon Forum des As, l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo a révoqué des agents opérationnels de la ville de Kinshasa. Ils sont accusés de monnayer l'accès au centre d'inscription et du non-respect des directives.
Pour exiger le calendrier électoral et les élections en décembre 2017, la tempête des tropiques rapporte que le collectif d'action de la société civile organise le 31 juillet prochain une grande mobilisation. La structure appelle les forces de l'ordre à s'abstenir à toute obstruction au droit indéniable des Congolais de manifester et la MONUSCO à prendre toutes les dispositions utiles pour protéger la population au cours des manifestations conformément à son mandat. Terminons cette revue de presse par le sacre du tout-puissant Mazembe à la Ligue nationale de football. Les courriers de Kinshasa rappellent que le club de Lubumbashi a battu l'ASV Club sur le score d'1-0 lors de la dernière journée du championnat national.